Non, il y avait quelque chose qui… Non, ça y est, c'est fini. Bon, parfait. Donc, nous sommes un certain nombre à être présents dans la salle du musée et je voulais saluer les services techniques aujourd'hui qui nous assistent, que ce soit à la vidéo, à l'informatique et puis évidemment l'équipe du musée. Et puis vous qui êtes eh bien, en visio. Je vous rappelle comment nous fonctionnons. Si vous souhaitez prendre la parole, vous allumez votre micro, mais seulement si vous souhaitez prendre la parole, parce que sinon nous avons eh bien, du larcène. C'est vraiment pas agréable, on ne peut pas s'entendre. Donc surtout, vous gardez vos micros fermés. Vous n'hésitez pas, si jamais vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous pouvez envoyer des messages. Surtout, faites-le. C'est compliqué de fonctionner de cette manière-là sur le plan démocratique, mais nous n'avons malheureusement pas le choix. Pierre, je vais vous proposer de désigner Pierre comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Donc, Pierre va procéder à l'appel. Merci. Donc, Madame Poussier-Winsbach. Présente. Pierre Aubry est là. Madame Marie-Cale Stéphanie. Monsieur Roussel David. Madame Tessier-Dominique. Monsieur Cogny Florentin. En visio. Il est sur la liste? Oui. Madame Cavelier-Elisa. Monsieur Demondion Jean-Marie. Madame Poulain Denise, je la vois à l'écran. Madame Bougon Marie-France. Elle est en ligne avec un problème de connexion, semble-t-il. Monsieur Duval Patrice. Il est en ligne. Madame Barry-Léveline. OK. Madame Soun Brigitte, je la vois à l'écran. Oui, présente. Monsieur Lambert Serge, présent. Madame Jor Christine. Présente. Madame Delalandre Agnès. En ligne. Madame Duhornet Catherine. Procuration. Procuration. Monsieur Reynald Maheu. Présent. Sur un joli fond nautique. Madame Vengeance Stéphanie. Présente. Présente. Monsieur Éric Flamand, il est à l'écran. Présent. Monsieur Fiquet Jonathan. Présent. Monsieur L'Hôpital Jean-Baptiste, il est présent. Monsieur Valérie Mathias. Procuration. Madame Lepelletier-Montaine, elle est à l'écran. Monsieur Jeanne Patrick. Procuration. Procuration. Monsieur Louis et Jacques. Présent. Madame Carl Lambert Chantal. Présente. Il y a beaucoup de larcène, Madame Carr. Madame Ligaudan, elle est là. Monsieur Patry-Emmanuel, je l'ai entendu. Emmanuel Patry? Oui, présent. Oui. Présent. Madame Martin-Bénédicte. Présente. Madame Cuisnier Céline. Madame Cuisnier. Monsieur Bosco Ismaël. Présent. Présent. Et Monsieur Fournier Victor. Présent. Merci. Pardon. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Il se balade, lui. Voilà. Nous allons donc pouvoir démarrer ce conseil municipal par la première délibération qui concerne le transfert en pleine propriété des ouvrages au profit de la communauté d'agglomération Fécamp-Côte-Littoral. Depuis donc le 1er janvier 2020, les compétences eau et assainissement sont exercées par l'agglomération. Il s'agit donc par cette délibération de vous proposer que l'ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ces compétences eau et assainissement des eaux usées, qui sont aujourd'hui propriété de la ville de Fécamp, soient transférés en pleine propriété à la communauté d'agglomération Fécamp-Côte-Littoral.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. David, pour le tableau des emplois. Bonsoir à toutes et à tous. Je présente donc la délibération concernant la modification du tableau des emplois. Donc, délibération assez classique et récurrente. Il s'agit de créer des grades, donc des postes sur des grades pour des recrutements à venir. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Il s'agit donc de 2 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe, 2 postes d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, des postes d'assistants principaux de deuxième classe concernant le conservatoire de musique. Et un deuxième tableau suite à des emplois vacants, donc qui pourront être recrutés par voie contractuelle, un poste de rédacteur et des postes d'enseignement artistique. Nous vous invitons à en délibérer. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, qui est relative à la constitution d'un groupement de commandes entre la ville, le CCAS et la communauté d'agglomération concernant des matériels, les logiciels informatiques et des prestations annexes. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, la ville de Fécamp et le CCAS avaient, dans le cadre d'un groupement de commandes, souscrit un marché de fourniture de matériel et de logiciels informatiques. Ce marché prenant fin le 31 décembre 2021, il est nécessaire de lancer une nouvelle consultation pour l'acquisition de ces équipements et de ces logiciels. Le Code de la commande publique nous offre la possibilité, en tant qu'acheteur public, d'avoir recours à des groupements de commandes. L'idée principale étant de rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Le besoin doit être couvert dans les 3 entités. Il est proposé de constituer un groupement de commandes dont les membres seront la ville, le CCAS, comme c'est déjà le cas, et la nouveauté, c'est la communauté d'agglomération, en vue de passer ces accords cadres à bon de commande sous la forme d'un marché en procédure formalisée, sans montant minimum et sans montant maximum pour la fourniture de matériel et de logiciels. Ce marché aura une période initiale allant de la notification jusqu'au 31 décembre 2022 et en cas de reconduction tacite du marché pour les 3 années supplémentaires, la durée totale ne pouvant excéder 48 mois. Afin de simplifier le fonctionnement, il est prévu que le coordonnateur du groupement, à savoir la ville de Fécamp, procédera non seulement à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des offres et désignera les tributaires, mais sera également chargé de signer, notifier et d'exécuter le marché au nom des membres du groupement. A contrario, chaque membre, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne exécution du marché, notamment en ce qui concerne le suivi des commandes correspondant à leurs besoins propres et le paiement du prix. La commission d'appel d'offres sera celle de la ville de Fécamp. Le groupement prendra fin le jour de l'exécution complète du marché. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir autoriser la constitution du groupement de commandes, dire que la commission d'appel d'offres du groupement de commandes sera la commission d'appel d'offres de la ville de Fécamp, d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes, formalisant les modalités de fonctionnement du groupement décrites précédemment. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Mutualisation? Non. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Nous allons maintenant, je vais vous présenter un certain nombre de délibérations relatives au casino. Peut-être redonner quelques éléments de contexte, notamment pour les conseillers municipaux ou les adjoints qui n'étaient pas dans la mandature précédente, parce que ça paraît toujours facile pour ceux qui sont là depuis 10 ans, mais ceux qui n'étaient pas, c'est un peu différent pour nos concitoyens qui nous écoutent. Donc, pour mémoire, le précédent contrat de délégation de service public avait démarré le 1er novembre 1998 et s'était arrêté le 31 octobre 2017. Depuis le 1er novembre 2017, nous avons eu jusqu'au 31 octobre 2020 une durée initiale d'un contrat.
Et nous avions décidé en 2019, en fait, de prolonger ce fameux contrat pour nous laisser le temps de négocier, de préparer. Ce sont des dossiers très compliqués à monter et sur le plan juridique et sur le plan financier. Et donc, la fin de contrat de notre délégation de service public, eh bien, c'est le 31 octobre 2021, ce qui nous amène aujourd'hui, évidemment, à délibérer. Peut-être reprendre en effet les étapes de la procédure pour le renouvellement de cette délégation de service public. Le conseil municipal du 20 mai 2019, donc nous avons délibéré sur le principe de la délégation de service public. Même chose pour ceux qui ne connaissent pas ces sujets. En fait, nous sommes les seuls à pouvoir exercer la fonction de quasi-notier. C'est comme ça dans notre pays. Ce sont les communes qui peuvent exercer cette compétence. Alors évidemment, aller prendre en direct cette compétence, je ne suis pas sûre que ce soit véritablement notre, comment dirais-je, notre principale qualité. Il y a des gens qui font ça et du reste, il n'y a pas une commune en France qui exerce en direct, évidemment, cette fonction. Donc, il y a des délégations de services publics et qui fonctionnent sur le principe d'appel d'offres assez classique. On rédige un cahier des charges et puis il y a des ou une personne groupe qui y répondent. Donc, nous, sur le principe, nous délibérons le 20 mai 2019. Il y a une publication d'avis d'appel à la concurrence qui se fait le 22 mai 2019. Le 20 septembre 2019, nous ouvrons les enveloppes, on va dire, et nous avons une seule offre. Nous ouvrons donc cette enveloppe, nous, c'est-à-dire la commission de délégation de service public, bien évidemment, ouvre cette candidature le 3 octobre. La sélection et l'ouverture des offres se fait le 8 octobre. Il y a un avis de la commission de délégation de service public qui est émis le 14 octobre et ainsi s'ouvre une période de négociation. Il y a la période de réserve qui est liée évidemment aux élections municipales, la crise sanitaire, et donc nous réceptions les offres qui sont améliorées et nous réengageons les négociations depuis janvier 2021. La finalisation des contrats était entre février et avril et nous sommes ce soir pour un conseil municipal d'attribution, puisque évidemment toutes ces procédures sont très claires. Nous avons été accompagnés dans cette démarche, je voudrais saluer le travail de Julien et de tout son service, Tatiana également, et nous avons été accompagnés également par un cabinet spécialisé dans les négociations, dans la rédaction des actes pour ce contrat. Donc, les principales caractéristiques de ce contrat, c'est donc une durée de 20 ans maximum, 19 ans plus une année supplémentaire éventuelle. Le début de l'exécution du contrat sera le 1er novembre 2021. Les principales obligations du concessionnaire, c'est exploiter évidemment à ses frais, risques et périls et sous une direction unique la délégation du casino, comportant 3 activités distinctes que sont l'animation, la restauration et les jeux. Percevoir directement auprès des usagers du casino l'intégralité des recettes d'exploitation, notamment les produits des jeux, les recettes auprès des usagers et d'une manière générale, toutes les recettes qui sont liées à l'exploitation. La construction d'un nouveau bâtiment chaussée Gaillan, donc on est bien d'accord que la construction du bâtiment est dévolue aux délégataires, avec un certain nombre de contraintes qui avaient été posées, que nous avions retenues. Elles sont liées notamment au lieu d'implantation et avec un cahier des charges. Et notamment dans le cahier des charges, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il fallait une mise en cohérence avec le projet d'hôtel Thalasso et le musée des pêcheries, puisque nous sommes, compte tenu de la localisation qui est dans les anciens bâtiments des douanes, nous avions un besoin de cohérence. Donc, dans les critères d'analyse des offres, nous avions la qualité financière de l'offre, la qualité du projet d'établissement, la qualité de la proposition sur les 3 activités, les jeux, la restauration et l'animation que je vous ai énumérées tout à l'heure, et puis la qualité de la proposition sur les contributions au développement touristique, culturel et artistique, et la qualité du projet architectural. Peut-être quelques éléments chiffrés. Le nouveau casino
ce sera environ 2400 mètres carrés de surface de plancher. Aujourd'hui, ils ont 800 mètres carrés. Hein. Julien, c'est 800 mètres carrés, un petit peu plus. Oui, c'est ça, un petit peu plus, 890. Et pourquoi nous avons dû envisager de changer de lieu et place? C'est évidemment pour cette raison, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, tous les casinos ont besoin de mètres carrés supplémentaires. Et là où est situé notre casino, nous ne pouvons pas agrandir d'1 mètre carré supplémentaire en raison de la loi sur l'eau et notamment liée aux submersions marines. Donc, c'est un investissement pour le délégataire estimé entre 7 et 8 millions d'euros, avec une date prévisionnelle d'ouverture en lieu et place de l'ancienne maison des douanes, mais évidemment, ils continueront d'exploiter dans cette attente le casino actuellement. Donc, la date prévisionnelle d'ouverture serait en février 2024. On compte entre 14 et 17 mois de travaux. Donc, voilà en quelque mots, ce que je voulais vous rappeler. Ça me paraissait en effet important. Et donc, dans la délibération, pour que nous puissions poser les choses et avant que nous puissions éventuellement répondre à vos questions, il s'agit par cette délibération d'approuver le choix donc, de la société Excaf, c'est le groupe JOA, en tant que délégataire du casino municipal de la ville de Fécamp, d'approuver les termes du contrat de concession de service public, d'approuver les termes de la convention indétachable d'occupation domaniale pour le casino existant et ses abords 6 boulevard Albert Ier, d'approuver les termes de la convention indétachable d'occupation domaniale pour la construction et l'entretien de la maintenance du nouveau casino situé chaussée Gaillan, et de m'autoriser à signer ces 3 conventions, d'émettre enfin un avis favorable à l'exploitation des jeux sur le territoire communal en vue de l'obtention de l'autorisation ministérielle, c'est bien le ministère de l'Intérieur qui donne l'autorisation, donc d'exploiter les jeux à compter du 1er novembre 2021 au profit de la société d'exploitation du casino de Fécamp. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons présenté, vous dire que nous avons présenté, je crois, il y a une dizaine de jours à la commission ad hoc ce projet qui a retenu un accueil très, très favorable. Qui est-ce qui prend la parole en premier? Monsieur Patry. Je ne sais pas si c'est en premier, mais c'est vous que j'ai vu lever la main en premier. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, il s'agit d'une délibération importante pour la collectivité, puisque nous allons l'engager sur les 19 ou 20 prochaines années. Et tout d'abord, nous regrettons, même si nous le savons depuis 2019, qu'un seul candidat ait répondu à cette consultation. Et ensuite, ce qui est classique dans ce type de consultation, même si cela peut paraître étonnant, il y a donc une négo entre le maire et l'exploitant. Et comme vous l'avez indiqué, vous êtes bien sûr fait aider par un cabinet et qui a validé les 5 critères que vous avez exprimés dans le règlement de consultation. Et je vais revenir sur mes quelques remarques, je vais essayer par rapport à chaque critère. Notamment concernant la qualité du projet architectural et les travaux des aménagements. Vous souhaitez une cohérence avec le projet d'hôtel Thalasso et musée des Pêcheries. Et tout d'abord, depuis le début de ce projet, alors on émet quelques réserves sur son emplacement. Et dans ce cas, il pourrait peut-être empêcher les activités portuaires de se développer, par exemple. Et néanmoins, au-delà de ce sujet, et même si je m'exprime rarement sur le travail des architectes, car l'ego et les couleurs, ça ne se discute pas, mais de mon côté, je ne trouve pas forcément, et en plus je me trouve pas forcément légitime sur le sujet. Mais je dois vous avouer que je suis quand même assez sceptique en regardant les plans que vous nous avez fournis. Et notamment page 3 du rapport sur le choix du délégataire, il est écrit que les négociations se sont portées de manière poussée sur les aspects architecturaux du bâtiment à construire et que de nombreux échanges sont tenus et plusieurs propositions successives ont été formulées. Donc, si j'ai bien compris, vous avez notamment négocié la réduction de la hauteur et un accord aurait été trouvé. Initialement, on ne voyait plus Saint-Étienne. Bref, il n'était pas question que quand on soit sur les quais, on puisse plus voir quelle était la physionomie de notre ville. Voilà. Alors, de mon côté, voilà, j'ai du mal. C'est parfait. Il y a le bâtiment. Alors, je ne vois pas forcément le lien entre le musée et la Thalasso et je trouve encore moins une touche fécampoise. Alors, il me manque certainement les explications de l'architecte. Et encore une fois, je reste très humble sur le sujet. Mais
Mais pour moi, le bâtiment présenté pourrait être le même partout en France. Et je pense que sans exiger quelque chose d'extravagant, je pense que ça aurait pu mériter plus. Et d'ailleurs, j'imagine que compte tenu des délais indiqués dans la délibération, vous ne comptez pas présenter ou échanger avec les Fécampoises et les Fécampois pour amender ce dossier. Et quelque part, nous le regrettons. Donc ça, c'est sur le côté architectural. Sur le montant du prélèvement communal, une question un peu plus technique, un prélèvement est prévu de 13% qui a été négocié avec aussi un seuil à 15% à partir d'un certain volume. Est-ce que nous aurions pu techniquement négocier un montant plancher, par exemple, quel que soit le niveau des produits des jeux, mais d'avoir, on va dire, une sorte de un plancher, une base sur laquelle on ne pourrait pas descendre, et non pas un pourcentage linéaire. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième qui concerne le projet d'établissement et la qualité de la proposition. Et je vais vous parler du débat que toutes les majorités, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, doivent avoir sur le sujet, au sujet des casinos et des jeux dans le cadre d'une DSP. Et ces débats de fond concernent les problèmes d'addiction qui peuvent être rencontrés avec quelquefois des situations humaines assez catastrophiques. Et dans ce cadre, je trouve que la proposition que nous avons dans l'article 7 du cahier des charges est le strict minimum que nous pouvions faire. Je lis les 4 lignes, notamment dans cet article 7, le concessionnaire s'engage à sensibiliser ses personnels sur l'addiction au jeu et à conduire une politique ambitieuse d'information à l'égard des joueurs et de mettre en place les outils et moyens humains et matériels nécessaires à l'identification et à la prise en charge des personnes présentant des comportements à risque. Alors, je pense qu'on aurait certainement pu être un peu plus exigeant, notamment en termes de retour et ou d'échange entre la collectivité, voire avec les clients. Et enfin, 4e point, pour conclure, notamment dans les contributions au développement touristique, culturel et artistique de la ville, dans les propositions qui sont données par le futur délégataire, je ne trouve pas ou peu le lien entre le tourisme ou la culture et les associations proposées. Et ma question est, pouvons-nous insérer un droit de regard un peu plus grand sur ce dossier? Donc voilà mes quelques remarques. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Sur le prélèvement, j'avoue que je ne comprends pas très bien votre question, mais je sais que ce n'est pas facile de regarder tous ces documents parce que c'est ce que nous avons. Nous avons 13% du produit net des jeux entre… c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire un montant minimum. On imagine qu'il n'y a pas de produit de jeu, on a 0. Et mon idée, c'était d'avoir un plancher minimum, c'est-à-dire d'avoir 13%. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord, c'était ma question. Et donc, voilà, non, on ne peut pas. On ne pouvait pas mettre les négociations. Ce que vous évoquiez sur le personnel, c'est pareil, ce sont des clauses qui sont écrites et auxquelles on a été extrêmement vigilant. On ne peut pas aller plus loin. Il y a Julien qui est venu me rejoindre et qui est à côté de moi, donc je parle sous son contrôle. Sur le bâtiment lui-même, en effet, nous, on a été très vigilants sur les hauteurs, sur le fait que ça s'insère dans l'environnement sans que nous ne voyions que ça. C'est un parti pris et que j'assume totalement politiquement. Moi, je n'avais pas envie que la ville soit obligatoirement identifiée à un casino en entrée de ville. Notre ville, c'est aussi autre chose qu'un casino. Donc, j'assume le fait que ce bâtiment est relativement sobre parce que, encore une fois, je ne souhaite pas qu'en effet, et dans une proposition que nous avions, en effet, on ne voyait que ça. Joa Casino, on se serait cru à Hollywood. Non, c'est quoi le bled où il y a… À Las Vegas, pardon. Donc oui, pardon, mais peut-être que ce bâtiment vous paraît, somme toute, assez se fondre dans notre environnement portuaire. C'est un parti pris. Autant je considère qu'il y a des bâtiments culturels qui peuvent être mis en avant et au contraire, où là, on a besoin peut-être de signatures parce qu'ils doivent représenter l'identité de la ville. Là, sur un casino, je considère qu'en effet, il devait, enfin, nous considérons, puisque c'est la commission qui a aussi regardé ces aspects-là, et bien, considérions que le bâtiment devait plutôt s'insérer dans l'environnement plutôt que de ne voir que ça. Je pense que c'est aussi assez rassurant, puisque vous l'avez dit, on a du mal quand même à partager
et pour l'instant, on ne pouvait pas le faire dans la procédure, le partager avec nos concitoyens. Je pense que vis-à-vis de nos concitoyens, il y avait également cette attente que ce bâtiment ne soit pas trop voyant, trop prégnant là où il était situé. Donc voilà pour les quelques réponses à vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait eu d'autres endroits dans ces camps d'étudiés? Ah oui, pardon, Monsieur Patry, vous avez aussi alerté sur, pourquoi pas, pour le développement du port. Vous imaginez qu'évidemment, c'est un gros travail qui a été fait avec le port afin d'être certain que cette emprise n'était pas dans les 50 ans à venir. Alors après, c'est dans les 20 ans, hein, puisque nous sommes partis sur un bâtiment de 20 ans, une concession de 20 ans. Si jamais il y avait un projet d'intérêt général qui soit exceptionnel, je vous rappelle qu'au bout des 20 ans, ce sera la ville qui sera propriétaire de ce bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, elle pourrait, si elle considérait que le projet lié au port, mais je pense que s'il était aussi important que cela, nous en aurions déjà écho. Il nous reste des emprises sur le port sur lesquelles il y a du reste de beaux projets, mais nous avons bien évidemment échangé avec et la Chambre de commerce et le département et les autorités du port sur cet aspect. Nous sommes en même temps en entrée de ville avec un bâtiment des douanes qui est laissé à l'abandon depuis maintenant au moins, je pense, une dizaine d'années, alors que nous devions obligatoirement déménager compte tenu de ce que je vous ai indiqué, notamment sur le plan de l'urbanisme, on ne pouvait pas rajouter 1 mètre carré supplémentaire. Nous savons aussi qu'en termes d'attractivité, un casino doit être proche ou de la plage ou du port. Et pour répondre à votre question, Madame Carr-Lambert, eh bien non, nous n'avions pas d'autre lieu lorsque nous étions sur ce cahier des charges. Nous aurions pu avoir d'autres lieux, mais là, il n'y avait absolument aucune vue mer, port, eau. Et là, je pense que c'était vraiment un handicap. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Emmanuel Patry. Moi aussi. 2. Vous vous abstenez pour Monsieur Jeanne? Aussi, oui. Moi également, Bénédicte Martin. Très bien. Donc, il y a 4 abstentions. Non, nous aussi. Comment? Abstention. Abstention de Monsieur Louiset. Oui. Donc, 5 abstentions. Abstention de Bosco. Ah ben, Monsieur Bosco, je ne comprends pas. En commission, l'autre jour, vous trouviez le projet formidable. Il est formidable. Ah, il est formidable et vous vous abstenez? Bon, bah écoutez, on cherchera à comprendre. Merci beaucoup. Donc, nous passons à la délibération suivante. Pour que ce projet se fasse, donc, il s'agit de racheter à l'EPFN l'ancien bâtiment des douanes, donc, qui est situé 148 chaussée Gaillan. Le prix de cession de ce bâtiment s'élève à 237 477,95 €. Il est conforme à l'estimation des domaines et il se décompose en valeur foncière pour 234 225,15 € et en frais d'actualisation pour 2 173,14 € auquel est ajoutée la TVA sur la marge au taux de 20%, soit 1 079,66 €. Donc, en conséquence, je vous propose de m'autoriser ou mon représentant à signer tous les documents qui vont permettre la concrétisation de ce dossier, notamment l'acte authentique d'acquisition et l'éventuel avant-contrat. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention.
Très bien. Unanimité, merci beaucoup. L'emprise du futur casino Chaussée-Gaillan. Délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public par le département au profit de la ville. Donc, il s'agit d'approuver donc l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public départemental d'une contenance un peu bizarre, mais c'est le terme qui est inscrit, de 1300 mètres carrés environ, selon le plan qui est joint à la délibération, qui nous a été délivré par le département de la Seine-Maritime, donc au profit de la ville de Fécamp pour une durée de 22 ans pour l'exploitation du casino et pour un montant d'une redevance annuelle qui est décomposée de la manière suivante, donc une part fixe qui correspond à la valeur locative du bien d'un montant annuel de 20 000 € et une part variable qui est fixée à 3% du prélèvement communal sur le produit net taxable des jeux de casino, incluant le reversement du progressif d'État. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, qui est une délibération classique dès que nous sommes dans des AOT? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La rémunération des directeurs et directrices d'établissements scolaires du premier degré exerçant les fonctions de responsable de temps périscolaire. Stéphanie, s'il te plaît. En application des dispositions du décret 66-787 du 14 octobre 1966, les directeurs d'école qui assurent en dehors de leur service normal des travaux supplémentaires peuvent être rémunérés par la collectivité bénéficiaire. Aussi, les directrices et directeurs d'école assurant à la demande de la ville de Fécamp et pour son compte la fonction de responsable du temps périscolaire dans leur établissement scolaire, permettant d'assurer la bonne mise en œuvre des services organisés par la ville en lien avec les services municipaux, se verront allouer une indemnité correspondant au taux horaire prévu à l'article 5 du décret susvisé. En tenant compte des différentes périodes de vacances scolaires, ces indemnités seront déterminées de la manière suivante. Du 1er janvier au 3 juillet 2020, 801 €. Du 1er septembre au 31 décembre 2020, 513 €, soit un total de 1 314 € bruts. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à recruter des directeurs d'établissements scolaires publics du premier degré de Fécamp pour assurer les fonctions de responsable de temps périscolaire exercées pour le compte de la ville et de bien vouloir fixer leur rémunération pour un montant total de 1 314 € bruts pour l'année 2020. Nous vous invitons à en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Madame le maire, oui, j'aurais une question sur cette délibération. Je peux prendre la parole? Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, nous sommes favorables à la rémunération des directeurs d'école pour les activités complémentaires, les travaux supplémentaires en dehors de leur service prévu. Toutefois, on avait une petite interrogation sur la manière dont ça s'est fait cette année, puisque de mémoire, il semblait que les années précédentes, cette délibération était présentée en décembre et que là, nous sommes en mai. Pour autant, le montant nous apparaît similaire et si nos informations sont exactes, c'est le même fondement juridique. Donc, on s'interrogeait sur le pourquoi de cette délibération un peu plus tardive cette année. Sans doute y a-t-il une raison, mais elle nous a échappé. Et je me permets, je profite de la thématique de cette délibération pour évoquer l'avenir de l'école Jean Lorrain. Nous avons été sollicités par l'équipe pédagogique, très inquiète quant à une éventuelle menace de fermeture de l'établissement. Alors, si nous sommes conscients que la baisse démographique est importante, que les effectifs sont certes beaucoup moins importants que dans la moyenne des autres écoles de Fécamp, nous partageons leur vive inquiétude quant aux conséquences que pourrait avoir cette fermeture pour les familles d'abord, qui se retrouveraient de fait plus éloignées d'une école, et on sait l'importance d'une école de proximité dans un quartier, pour l'attractivité de ce quartier même, évidemment, mais aussi pour les équipes pédagogiques, les enseignants, les ATSEM, les animateurs périscolaires et leur avenir. Alors, j'imagine que vous partagez, bien sûr, vous êtes parfaitement conscient de tous ces arguments, que vous devez travailler à des solutions, et s'il vous est possible de nous donner quelques informations rassurantes, nous vous serions reconnaissants.
Merci. Stéphanie, je répondrai sur Jean Lorrain, si tu veux bien répondre sur la rémunération du directeur et directrice, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, vous avez raison, hein, il s'agit du même montant que les années précédentes. La seule différence, c'est que nous avions eu un petit souci juridique quant au libellé de l'ancienne délibération qui parlait de temps de surveillance sur le temps méridien et de cantine. Or, la fonction des directeurs sur ces temps périscolaires est beaucoup plus vaste que ça, et notamment cette année, parce que je tiens quand même à préciser, à les remercier du temps que nous avons passé ensemble pour préparer les rentrées, toute la mise aux normes pour les conditions sanitaires, etc. Donc, pour régler ce petit problème, simplement de libeller, évidemment, voilà, je remercie aussi Julien, parce qu'il a passé beaucoup de temps à trouver le bon mot pour que nous puissions à nouveau passer cette délibération. Mais, pardon de te couper, on avait surtout des remarques du Trésor public qui refusait de payer. Enfin, Oui. C'est pour ça qu'on a dû mettre tant de temps pour arriver à trouver le fameux mot qui permettait de le règlement. Hein. Oui, parce que l'ancien libellé parlait de surveillance de temps méridien. Donc, c'était une indemnité pour laquelle les directeurs qui exerçaient déjà cette fonction étaient rémunérés par ailleurs. C'est ça. Donc, voilà. on ne pouvait pas cumuler ces deux indemnités. Donc, il nous a fallu trouver une nouvelle dénomination pour à nouveau passer cette délibération. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question, Madame Martin? Oui, en fait, je comprends bien, c'est le même article, mais c'était le contenu de la délibération qui ne convenait pas. Tout à fait. D'accord, merci. Et donc, on ne pouvait pas la repasser. En fait, on se la faisait retoquer. On avait déjà été alerté l'année dernière où on nous avait dit que ça ne passerait plus. Elle était passée, mais que ça ne passerait plus. Ça ne passerait pas le contrôle de légalité. Et donc, il fallait qu'on trouve un moyen, et ça a été partagé en effet avec eux pour arriver à ce que ce soit réglé, puisqu'en effet, il y a un travail qui est fait avec eux et qui permettait l'obtention de cette prime. C'est bon sur ce point-là? C'est très clair. D'accord. Sur Jean Lorrain, on est face à un vrai problème de fond. Sur l'ensemble de nos écoles, nous avons des diminutions d'effectifs malheureusement impressionnants. Là, je parle sous le contrôle aussi de Stéphanie, hein, tu me reprends si… notamment de l'école Jean Lorrain, où depuis 3 ou 4 ans, chaque année, nous tremblons en nous disant, pourvu qu'on ne nous ferme pas l'école. Parce que l'enjeu de Jean Lorrain, vous savez qu'à partir d'un certain nombre de classes, quand il y a plus que tant de fermetures, ça se fait malheureusement tous les ans dans de nombreuses villes et villages de notre région. Quand vous n'avez plus suffisamment de classes, eh bien, on vous ferme complètement l'école. Donc, chaque année, on est un peu avec la directrice, hein, on en parlait l'autre jour lors d'une réunion que nous avons eue avec un certain nombre d'enseignants et surtout des représentants de parents et la directrice, qui est convenue de cet état de fait. La réalité, elle est là. Tous les ans, on se dit, pourvu qu'on ne nous ferme pas Jean Lorrain. Parallèlement, donc tous les ans, nous mettons en place des moyens pour essayer qu'on ne ferme pas. Je tiens à rappeler que sur cette affaire, parce que je ne souhaite pas qu'il puisse y avoir de procès d'intention, nous avons revu la carte scolaire pour permettre d'essayer de gagner des enfants en inscription sur l'école Jean Lorrain. La réalité, c'est que malgré cette carte scolaire, eh bien, nous n'arrivons pas à maintenir un nombre d'enfants suffisant et que régulièrement, nous sommes avec ce couperet et nous craignons. Je pense que l'inquiétude, elle résulte que parallèlement, nous avons pour le bâtiment ouest, le bâtiment est, pardon, nous avons une demande d'acquisition de la région de ce bâtiment qui aujourd'hui, et on peut tous s'en réjouir parce que le lycée Anita Conti prend de l'ampleur. Ils sont beaucoup trop à l'étroit compte tenu de tous leurs projets, de toutes leurs activités et notamment d'un certain nombre qu'ils souhaiteraient rapatrier du Havre puisque pour l'instant, ils n'avaient pas suffisamment de place.
Donc, la région a souhaité acquérir le bâtiment de droite qu'ils occupent maintenant pour partie, mais dans lequel ils voudraient faire des travaux, puisque pour l'instant, ils n'occupent que 2 niveaux et ils souhaiteraient occuper pour des salles de classe le niveau supérieur. Et également la maison. Et la maison, c'est plutôt une très bonne nouvelle que la région souhaite nous l'acheter, puisque nous savons très bien, malheureusement, que nous aurions des difficultés à la conserver et surtout à la restaurer, des locaux pour y accueillir notamment l'administration du lycée qui pourrait venir en lieu et place. Alors, vous savez, comme on est à Fécamp, ça va très vite. On se dit, bah, ils vont peut-être nous racheter le bâtiment d'à côté. Alors, il n'y a évidemment rien de fait pour vendre ces bâtiments, parce que d'abord, vous les auriez vus passer. À chaque fois qu'il y a une vente d'un bâtiment, évidemment, nous sommes obligés de le passer au conseil municipal. Mais nous avons en effet des négociations bien avec la région sur l'acquisition de ces 2 bâtiments. Si dans les projets du lycée Anita Conti, il pouvait y avoir dans 5 ans, dans 10 ans, des projets et que d'aventure, nous nous disions que peut-être il serait intelligent à un moment donné de travailler sur un projet d'une nouvelle école moderne, comme on en voit partout en milieu rural dans cette ville, peut-être que nous pourrions travailler aussi sur cette hypothèse dans les mois à venir. On n'a pas encore commencé à travailler là-dessus. Je crois que vous avez une commission d'ici la fin du mois de juin avec Stéphanie. Peut-être que vous pourrez présenter ça. Nous voyons bien à quel point nous devons retravailler sur la carte scolaire. On le voit. Est-ce que toutes nos écoles sont satisfaisantes aujourd'hui en termes d'accueil des enfants? Moi, je pose la question. Alors, je sais qu'il y a toujours un attachement très, très fort aux écoles, mais si on était capable de construire en lieu et place, par exemple, pourquoi pas de la Mature, où nous avons des terrains, un très beau groupe scolaire, eh bien, moi, je ne suis pas certaine qu'on doit systématiquement tout exclure sous prétexte que nous avons, d'autant que ces bâtiments, eh bien, comme je vous le dis, sont aussi, ont aussi un intérêt ou pourraient avoir un intérêt eh bien, pour de l'enseignement. Il ne s'agit pas de les vendre à un promoteur qui en ferait des résidences privées. Donc, on ne s'interdit rien. Mais comme nous l'avons dit aux parents, là pour l'instant, il n'y a pas de sujet sur l'école Jean Lorrain. Il n'est pas question qu'à la rentrée prochaine, ni à celle d'après, ni à la suivante, il n'y ait pas d'école. N'empêche que j'espère que d'ici là, l'école n'aura pas été fermée par l'Éducation nationale et que nous aurons retrouvé les effectifs suffisants, parce que là est le seul enjeu immédiat. Madame Martin ? Je vous remercie de vos explications. Et j'espère qu'on pourra travailler tous ensemble sur ce éventuellement projet d'une très belle école, parce que je vous dis, quand je vais dans les communes, je ne suis pas de nature à jalouser, mais quand je vais dans les communes rurales et que je vois parfois les groupes scolaires qui sont complètement adaptés aux enfants, je me dis que nos écoles, elles sont très belles sur le plan architectural, mais très compliquées déjà en termes d'accessibilité et régulièrement d'un entretien extrêmement, extrêmement compliqué pour la ville de Fécamp. Est-ce que j'ai mis aux voix? Non. Donc, je dois mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Sur la tarification d'un chantier jeune bénévole. Oui, délibération. Cette année à nouveau. Un groupe de bénévoles âgés de 15 à 17 ans sur le chantier de la Porte de Rouen pour un séjour de 5 jours et 4 nuits. 5 jeunes seront accueillis là-bas, prendront part à la restauration des murs d'enceinte de la vieille ville d'Harfleur par le débroussaillage, la découpe, la pose de pierre, participant ainsi à un chantier patrimonial de dimension régionale. Les jeunes seront invités à candidater et apporteront une participation symbolique aux frais de fonctionnement.
Ces derniers sont accompagnés par du personnel habilité par la ville de Fécamp et encadrés par des professionnels de la ville d'Harfleur. Plusieurs demandes de subventions ont été formulées auprès des services de l'État, de la Caisse d'allocation familiale et de la communauté d'agglomération Fécamp-Côte-Littoral. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le tarif du séjour chantier jeune bénévole à 15 € par jeune, autoriser la signature des conventions afférentes nécessaires au bon déroulement des activités et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des subventions. Nous vous invitons à en délibérer. Une délibération annuelle. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Demande de subvention pour une junior association. Alors, c'est une demande de subvention, en effet, pour la junior association Jeunes Fécampois en Action. Dans le cadre des différentes actions menées au titre de la politique de la ville, des crédits spécifiques sont alloués à la ville de Fécamp pour la réalisation de ces projets, dont la pérennisation du suivi de la junior association par le service jeunesse. La JFA a été créée et portée en 2014 par le centre communal, le centre social de la maison de quartier du Ramponneau. Et la junior association regroupe principalement des jeunes issus du quartier du Ramponneau, quartier prioritaire politique de la ville. Elle sera dorénavant portée et accompagnée par le service jeunesse pour la mise en œuvre de ces actions de citoyenneté et d'autofinancement en autonomie. La JFA agit sur habilitation du réseau national des juniors associations qui accompagne et assure des activités des jeunes et de leurs référents. À ce titre, il vous est demandé ce soir d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches de demande de subvention annuelle nécessaires auprès des financeurs, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches d'habilitation de la junior association et à signer les conventions nécessaires au suivi du dossier et au bon déroulement des activités. Est-ce que vous avez des questions? À délibérer. Pardon, Dominique. Excuse-moi, je crois que tu avais fini. Est-ce que vous avez des questions sur cette junior association? Non, je ne vois pas. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Le point information jeunesse. Dans le respect des principes de la Charte européenne Information Jeunesse de 2004, le point Information Jeunesse s'est impliqué dans de nombreuses actions concrètes touchant un public jeune, mais aussi jeunes adultes. Le local Information Jeunesse a été signé pour la période 2017-2020. En 2020, malgré la situation sanitaire, environ 450 jeunes entre 13 et 29 ans ont pu bénéficier des actions et du suivi du PIGE en présentiel ou à distance. Le projet pour la prochaine période 2020-2023 a été présenté en commission régionale jeunesse, sport et vie associative de labellisation le 22 avril dernier. En concertation et dans l'objectif de répondre aux besoins d'information, de conseils et d'orientation de tous les jeunes, 3 types d'actions sont contenus en détail dans le document cadre et regroupent les objectifs suivants. Premier item, une visibilité accrue du PIGE et de l'information jeunesse, un accompagnement vers l'autonomie, sensibiliser les jeunes par des actions ciblées et faciliter l'accès à l'information des jeunes. Plusieurs demandes, la commission CRSVA a émis un avis favorable au projet présenté pour la période 2020-2023. Plusieurs demandes de subventions sont formulées auprès des services de l'État, de la Caisse d'allocation familiale et de la communauté d'agglomération Fécamp-Côte-Littoral. Aussi, en conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de labellisation du projet local Information Jeunesse, d'autoriser la signature des conventions afférentes nécessaires au bon déroulement des activités et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de subventions. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, Dominique. Oui, c'est une attribution de subvention municipale dans le cadre de l'OPA-RU pour un dossier qui a une demande de subvention qui a été instruite au titre de l'amélioration de l'habitat et sur proposition du comité technique réuni le 8 avril 2021. Un propriétaire a sollicité une subvention de la ville au titre du programme Habiter mieux. Cet immeuble est place Charles de Gaulle et le projet de rénovation énergétique dans son logement est d'un montant de 42 699 € hors taxe. Pour ces travaux, la subvention municipale attribuable est de 2 500 €. Cette somme correspond au plafond de subvention de 10% défini par le règlement de l'OPA-RU pour l'opération Habiter mieux.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir attribuer la subvention sollicitée sous réserve de l'obtention et du respect des autorisations administratives et sur présentation des factures acquittées selon le règlement de l'opération d'amélioration de l'habitat. Nous vous invitons à en délibérer. Merci. Dominique, est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste après, si on va faire le vote, et j'ai une question, quand on est dans le développement local, j'ai une question qui ne concerne pas sa délibération, mais je vais vous laisser voter, enfin, je vais vous laisser voter, et juste après, je souhaiterais vous interroger. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Oui, monsieur Patry. Oui, donc en vérité, je souhaitais vous interroger, alors, vous, Madame le maire, ou Madame Cavelier, notamment, puisqu'on était dans les questions de développement local, et notamment pour connaître comment vous comptez accompagner les restaurateurs pour les ouvertures des terrasses le 19 mai. Est-ce que vous avez prévu un accompagnement pour ceux qui ont déjà des terrasses avec la possibilité de les agrandir? Je sais qu'il y a déjà eu des choses lors du premier confinement. Et est-ce que vous prévoyez un aménagement spécifique pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'agrandir des terrasses juste devant leur établissement? Et au-delà de ces terrasses, est-ce que vous avez prévu un programme d'animation ou d'action culturelle comme cela est prévu dans certaines villes? Oui, bonsoir. Pour répondre à votre question, l'ensemble des restaurateurs ont été contactés donc, il y a maintenant quelques semaines pour pouvoir proposer des aménagements de terrasses. On s'est basé sur les aménagements qui avaient eu lieu à la même période l'an dernier, en juin, et avec quelques modifications cette année. Ensuite… En effet, ce sont… il y a et de l'Office du tourisme et un lien avec… Je vois quel… Et c'est normal parce que moi, je faisais des bons de 10 mètres ce week-end. Donc, je vois à quelle parution vous faites allusion. Donc, bien évidemment, les restaurateurs ont été joints à de nombreuses reprises depuis plus d'un an, ou par le pôle développement local ou par l'Office du tourisme, puisque nous mutualisons. Je vous rappelle qu'initialement, il n'y avait pas que les restaurateurs qui étaient fermés. Donc, l'accompagnement, il a été sur l'ensemble des commerçants. Et donc, nous répondons aux attentes comment dirais-je, des commerçants, des restaurateurs, tout et autant que nous soyons chez nous. Lorsque nous ne le sommes pas, c'est par exemple lorsque nous ne sommes pas sur le domaine public communal, mais par exemple, je dis au hasard, hein, sur le domaine portuaire, j'ai moi-même fait des demandes dès lors que j'ai été sollicitée, et je peux vous dire que les réponses sont arrivées dans la journée auprès de la Chambre de commerce. J'ai encore cette semaine été sollicitée par un restaurateur qui me disait qu'il attendait une réponse pour pouvoir étendre sa terrasse. Et Yves Lefebvre, le président de la délégation, l'a appelé dans la journée pour lui donner la réponse qui était évidemment favorable. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des demandes, nous les avons accompagnées. Pour ce qui est du programme d'animation, eh bien, il est monté avec les commerçants. Vous vous rappelez que nous avons échangé et voté notamment sur cette grosse tombola que nous allons organiser. Enfin, en tous les cas, nous allons financer quasiment à 100%, mais nous attendions que l'ensemble des commerces, et ce dont nous étions convenus, que l'ensemble des commerces soient réouverts afin que ça ne puisse pas bénéficier qu'à certains et pas à d'autres. Donc, c'est un travail collaboratif qui est fait avec les uns et les autres. Mais en tous les cas, ce qui nous est tout à fait apparu très clair, c'est que nous n'avons pas suffisamment communiqué sur tout ce qui avait été fait. Et donc, nous allons le faire. Merci de nous le rappeler, Monsieur Patry. La délibération suivante, c'est sur la consultation, et l'avis du conseil municipal. Donc, par arrêté du 13 avril 2021, le préfet de Seine-Maritime a autorisé l'ouverture et l'organisation d'une consultation du public qui porte sur la création d'une unité de méthanisation agricole implantée à Angerville-la-Martelle, avec un stockage déporté sur la commune de Thiétreville et l'épandage du digestat sur 26 communes de la Seine-Maritime.
Le dossier de demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement est en l'espèce présenté par Biogaz Co-Littoral. La consultation publique, elle, est organisée du 10 mai au 7 juin 2021 inclus. Étant concernée par l'épandage, la ville de Fécamp était destinataire donc des documents relatifs à la demande de cette société et les tient à la disposition du public durant toute la durée de la consultation. Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de l'environnement, il appartient au conseil municipal de la ville de Fécamp de donner son avis sur la demande qui est présentée pour être pris en considération. Cet avis doit être exprimé au plus tard dans les 15 jours qui suivent la clôture de la consultation, soit le 22 juin 2021. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les temps. L'ensemble des pièces du dossier de demande d'enregistrement est joint au présent rapport. Nous vous rappelons que l'installation valorisera 35 245 tonnes par an de biomasse totale. Le gisement représente 20 245 tonnes par an de biomasse solide et 15 000 mètres cubes de liquide, les jus de silo, la recirculation et les eaux de dilution. La capacité de traitement sera de 96,6 tonnes par jour en moyenne, biomasse liquide et solide confondue. La part de gisement solide représentant une quantité de traitement journalière, elle, de 55,5 tonnes par jour. Je ne sais pas si vous imaginez les volumes, mais c'est impressionnant. L'installation va générer 2 types de digestat, un digestat liquide et un digestat solide. Le projet est porté donc par 2 exploitations agricoles et 2 autres exploitations sont partenaires donc pour apporter les matières et les reprendre. L'implantation a été choisie pour répondre aux contraintes suivantes: un emplacement proche des différents apporteurs, évidemment, pour éviter trop de flux, un éloignement suffisant par rapport aux riverains, on le comprend, une parcelle présentant de faibles enjeux environnementaux, une proximité au réseau GRDF et une surface suffisante pour l'installation du projet. En termes d'investissement, vous devez savoir que ce projet est estimé à plus de 7 millions d'euros. Donc, ce sont des gros investissements également sur le territoire. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement des énergies renouvelables sur le territoire et rejoindrait les équipements existants ou en construction, Biogaz des Hauts-de-Falaise qui a ouvert en juillet 2019, que nous avons inauguré, et l'unité de méthanisation agricole de Manikerville qui doit ouvrir dans les prochaines semaines cet été et qui est impressionnante. Si vous passez à proximité, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très, très impressionnant. Compte tenu de ce qui précède, je vous propose d'émettre un avis favorable à la demande d'enregistrement présentée par la société Biogaz Co-Littoral pour la création d'une unité de méthanisation agricole implantée chemin de la Passée à Angerville-la-Martelle avec un stockage déporté sur la commune de Thiétreville et l'épandage du digestat sur 26 communes en Seine-Maritime, dont la ville de Fécamp. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors moi c'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est plutôt une petite alerte sur le sujet. Donc je trouve que c'est un très bon projet et je suis un peu embêtée par des choses un tout petit peu techniques mais que je voulais vous partager. Donc il faut savoir que juste 2 minutes parce que là vous êtes, je pense qu'il faut que vous rapprochiez le micro plus près de votre bouche parce qu'on a dit oui. Moi j'ai entendu c'est un très beau projet, mais oui, c'est un très beau projet, mais je voulais juste poser une petite alerte qui est un petit peu technique. Donc le digestat, c'est un filtre dans les cours d'eau, les nappes phréatiques. Bon, c'est un point assez factuel. Ce qui est factuel aussi, c'est que ce sont des techniques qui peuvent en fait. Les techniques utilisées font brûler ce qui arrive en digestat entre 40 degrés et 80 degrés. Il s'avère qu'il est aussi factuel qu'en Normandie, quand on n'est pas à plus de 40 degrés, on prend des risques de pollution des nappes phréatiques de par la constitution de notre sol, pour la plupart, pour tout le territoire normand, et encore plus quand on se rapproche des côtes. J'ai tous les documents à disposition si vous voulez.
Donc, du coup, je me suis posé la question et j'ai été chercher dans le projet. Et donc, je vous lis, même si je n'ai pas mes lunettes et que ça va être compliqué. Là, on ne vous entend plus. Voilà, je vous lis dans le projet. En fait, il est clairement précisé que ce projet sera un projet qui ne dépassera pas les 40 degrés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense donc, c'est super. C'est important. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que pour… S'il est clairement indiqué qu'ils ne les dépasseront pas, l'alerte, ça veut dire que vous nous avez informés, c'est bien. Non, justement, sur la Normandie, il faudrait qu'on soit plutôt sur du 70 degrés. De par, en fait, la constitution de nos sols et de la capacité d'infiltration quand, du coup, ce n'est pas brûlé à plus haut degré. C'est une mais si on brûlait à plus haut degré, là, du coup, on polluerait plus? Non, justement, on polluerait moins. La nappe phréatique, oui, c'est ça. Mais pas la couche d'ozone? Alors, ça, écoutez, il faut regarder toute la documentation parce que je ne vais peut-être pas passer une demi-heure dessus. Mais voilà, en fait, moi, ce que je vous c'est une alerte qui me semble importante sur un projet de comme nous ça. indiquer ça. Moi, justement, ce que je vous invite, c'est éventuellement, puisque la consultation du public est organisée donc, du 10 mai au 7 juin. Donc, nous, ça veut dire qu'en mairie, on va avoir les fameux documents, hein, Monsieur Cardon, qui vont être consultables. Donc, je vous invite, comme l'ensemble des concitoyens qui pourraient nous regarder et qui pourraient avoir sur le plan technique des… Oui, c'est vrai que c'est un peu technique. Le projet est super. Il faut à ce moment-là ne pas hésiter à les écrire et on pourra avoir justement sans doute un retour. Quoi, hein. Merci. Donc, vous vous abstenez? D'accord. Donc, une abstention. Est-ce qu'il y en a d'autres? Du coup, au moins la mienne, mais parce que je vous avoue, je ne me sens absolument pas, absolument pas compétent et avec l'intervention du coup de Laure Isabelle, je mets quelques doutes. On est obligé de la passer dès maintenant, cette délibération. On ne peut pas la reporter à notre conseil. Oui, je vous ai indiqué malheureusement tout à l'heure que nous devions le faire au plus tard dans les 15 jours qui suivent la clôture de la consultation. Et cette clôture, c'est le 22 juin. On n'aura malheureusement pas d'autres conseils début juin, quoi, en fait. Et en effet, c'est tout de même un très beau projet. Donc, moi, je pense qu'aller écrire sur l'avis, non pas sur l'avis, mais sur la consultation publique, sur le registre, d'émettre ce doute ou cette précaution, je pense que c'est intéressant, mais ça serait, je pense, un très, très, très mauvais signe par rapport à tous ces investissements qui sont prévus et qui, globalement, sont quand même des vrais beaux projets sur le territoire, que le conseil municipal émette un avis défavorable ou s'abstienne. Je ne prends pas part au vote, alors, dans ce cas-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres… Oui, je vais suivre Emmanuel. Je ne prends pas part au vote. D'accord, très bien. Moi, c'est pareil, je ne suis pas compétente, donc je ne prends pas au vote. Je ne prends pas part au vote. D'accord. Merci beaucoup. Pierre, s'il te plaît, pour un catalogue raisonné des sculptures du musée de Fécamp. Tout à fait. Bon, comme vous le savez, le musée conserve d'importantes collections d'œuvres d'art, dont une grosse série de sculptures, ce que les gens ignorent parfois, des sculptures assez importantes pour notre patrimoine et de l'histoire de notre cité. Il s'agit principalement de sculptures issues de l'abbaye ou des églises de Fécamp, pour la plupart détruites à la Révolution. Il s'agit d'œuvres d'artistes du 19e ou de portraits de personnalités de la ville et également des souvenirs portuaires ou ramenés de leurs courses lointaines par nos capitaines. Depuis plusieurs mois et malgré le confinement, le récolement légal des collections continue au musée. Donc, l'équipe poursuit ce récolement et a travaillé sur cette collection de sculptures. Le récolement, je vous rappelle, chaque sculpture, enfin chaque objet, chaque œuvre est répertorié, mesuré, calibré et analysé. Cet important travail débouchera cette année sur une exposition et sur la publication du catalogue raisonné qui va être armé par justement tout ce récolement. Ouvrage pour lequel la direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible d'accorder une aide de 10 000 €. Et je viens vous solliciter pour autoriser Madame le maire à tout d'abord approuver le projet de l'exposition et du catalogue raisonné et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à solliciter les subventions suscitées et également autoriser Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Je vous invite à en délibérer.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est mon téléphone qui vibre. Ah, c'est Julien. Non, mais c'est juste pour me dire que le prochain conseil municipal aura lieu le 28 juin. Mais vous avez eu quelques minutes d'avance, Julien. Donc, la communication suivante, est-ce qu'il y a des questions? Ah ben, pardon, je n'ai pas mis aux voix. Pardon, Pierre. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante qui est une communication, est-ce qu'il y a des questions sur les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal? Monsieur Patry? Oui, donc j'étais surpris en lisant cette communication du nombre de consultations avec des faibles montants financiers, puisqu'on parle de quelques milliers d'euros, et sur lesquels ce ne sont pas des entreprises Fécampoise qui sont retenues, et notamment sur des sujets, j'aurais tendance à dire plutôt basiques. J'ai pris 3 exemples. Les fournitures de peinture, c'est une entreprise du Nord. Pour la fourniture de bois, ça vient d'Ille-et-Vilaine. Pour la plomberie sanitaire, c'est une entreprise de Gironde qui est retenue. Alors, ma question est, est-ce que c'est parce que les entreprises Fécampoise ne répondent pas, ou est-ce qu'éventuellement, il y a un système de notation à revoir? Parce que je pense que c'est un moment où on a plus que jamais besoin d'être solidaire et travailler sur des circuits courts, sur les services et la proximité. Là, je trouve ça vraiment dommage. Et quand je vois la liste des résultats, je suis surpris. Je suis d'accord, mais on n'a pas le droit de faire autrement, malheureusement. On met déjà des critères d'intervention, mais en fait, tous les critères possibles et imaginables, et pas imaginables, et légaux, notamment les critères d'intervention. Alors là, ce sont des entreprises qui doivent avoir des sièges, en effet, par exemple, à Lille ou je ne sais quoi, mais ils ont comment dirais-je, des locaux, des antennes locales qui leur permettent bien, du coup, de rentrer dans les critères. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je me souviens très bien de commission d'appel d'offres puisque je les préside quasiment toujours. Et on est parfois confronté à cette situation où on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Parce que voilà, les contraintes, même si elles sont aujourd'hui un peu moins importantes qu'avant, il faut le reconnaître, mais en termes de critères, lorsqu'on lance des appels d'offres, eh bien, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Le sujet, c'est que quand vous regardez, il y a 3-4 ans, nous attribuions quasiment qu'à du local. Je pense que la crise économique fait malheureusement qu'on vient de plus en plus loin sur des marchés de plus en plus bas. C'est là-dessus que les services ont appelé mon attention. Tout comme vous avez les majors qui avant ne répondaient que pour des très très gros projets et qui aujourd'hui arrivent dans des villes moyennes comme les nôtres, avec parfois des tarifs qui sont extrêmement compliqués. Donc, on a un travail en amont, non pas avec les entreprises, mais avec nos conseils là-dessus, justement pour essayer de cadrer et de faire en sorte que ça puisse bénéficier aux entreprises locales. Mais vous comprendrez bien, et je sais que tel n'était pas votre propos, que nous ne pouvons pas attribuer en dehors des critères. Et pourtant, les cahiers des charges essaient vraiment de tenir compte. Les services qui les rédigent, je peux vous dire qu'on est très attentifs. Nous sommes allés notamment par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années où le prix était essentiel. Nous sommes descendus à du 40 sur les prix et 60 sur la technique. Nous sommes allés sur des critères qui, je vous l'indiquais, relèvent de la facilité d'intervention, de la rapidité d'intervention. Donc, on s'est dit, évidemment, quand on dit qu'on a besoin en 24 heures de pouvoir récupérer un produit, c'est une manière de dire qu'on va aider les entreprises qui ne sont pas loin. Mais celles qui ont des antennes localement, eh bien, nous ne pouvons pas évidemment les exclure, puisqu'il y a des critères aujourd'hui environnementaux, il y a d'autres critères. Moi, ce que je souhaiterais, parce que j'ai quand même été en effet aussi un peu surprise, même si vous le rappeliez, les montants ne sont pas très élevés. Donc, ça veut dire que derrière, on a en effet la possibilité de reprendre d'autres marchés. Mais je crois que peut-être on pourrait accompagner aussi nos entreprises, ça je pense que c'est légal, Julien, pour quelque part faire des formations aussi sur la rédaction des cahiers des charges. Parce que
c'est très compliqué pour une PME de répondre à certains cahiers des charges. Et ça, je crois que c'est complètement, donc Julien est en train d'opiner, ça veut dire que c'est complètement légal. Et moi, je souhaiterais que nous puissions proposer au niveau de la ville et de l'agglomération, non pas une formation, mais un temps d'échange pour expliquer comment est-ce qu'on répond aujourd'hui à ces critères auxquels on ne peut pas faire autrement. Voilà. Le prochain conseil municipal a donc lieu le 28 juin à 18h30. Et donc, je vous souhaite une très bonne... Ah, Okay. Monsieur Patry, pardon. Excusez-moi, non, j'avais une autre question, alors du coup, qui n'a rien à voir avec la fin du conseil municipal. Et notamment, je voulais vous parler du FECAMAG. Pardon, Monsieur Patry, mais les questions qui n'ont rien à voir avec le conseil municipal, on a un règlement intérieur. Et donc, normalement, on les envoie 3 jours avant. C'est seulement pour savoir le FECAMAG qui n'est pas sorti depuis le mois de mars. Je voulais savoir quel était le problème. Le problème, c'est qu'on a notre directrice de la communication et qu'on salue parce que je sais qu'elle nous regarde souvent, Claire, eh bien, est partie pour aller monter un projet à Yvetot, d'ouvrir une boutique de commerce local, etc., qu'elle a eu des soucis de santé et que nous avons donc au service communication, on doit bien le reconnaître, un sujet. Donc, nous espérons pouvoir le sortir au plus vite. Non, mais c'est-à-dire que du coup, là, vous dites qu'il y a 3 jours pour poser une question au conseil municipal. Là, c'est quand même une publication importante, y compris pour les. C'est pour ça que je viens de vous y répondre, Monsieur Patry. Je vous remercie, mais ça aurait pu être sympa si vous le saviez depuis un moment, du coup, de nous prévenir. Je pensais que vous pouviez avoir l'information. Je ne sais pas, peut-être. Ou pas. Et quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas. Vous connaissez les coordonnées de notre cabinet. Vous avez mon portable. Je crois que j'ai toujours été capable de répondre assez rapidement aux questions qui étaient posées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et donc à bientôt.